Bienvenue dans cette nouvelle interview des experts hyper. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Julie Debord. Elle est la cofondatrice de l'École des intelligences multiples EIM. Elle est aussi experte en éducation atypique et en transformation humaine. Elle est la créatrice du programme Retour vers ta scolarité pour les enfants et les ados. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Alors, bonjour les héroïnes, bonjour à toutes et à tous aussi pour ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir dans cette nouvelle interview des experts hyper d'accueillir Julie Debord. Julie, c'est la cofondatrice avec Bruno Delaine, si je ne me trompe pas, de programmes éducatifs innovants et notamment du collège-lycée à Saint-Germain-en-Laye qui s'appelle l'École des intelligences multiples, d'où voilà le petit acronyme EIM. Et vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les informations sur cet établissement sur le site internet que je remettrai en dessous de la vidéo. Moi, je me présente, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach, mentor, thérapeute pour les femmes atypiques pour qu'elles révèlent leur plein potentiel. Et parmi ces femmes atypiques, eh bien, il y a beaucoup de mamans d'enfants atypiques. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai souhaité faire cette vidéo. C'est pour leur dire que on peut réinventer l'école, d'où le titre de la vidéo, qu'on peut penser l'école différemment. Et tu vas nous expliquer pourquoi. Alors Julie, si tu veux ajouter quelque chose à cette présentation, n'hésite pas. Et puis moi, j'aurais bien aimé qu'on commence aussi par toi, qui tu es, quel est ton parcours, pour qu'on puisse après comprendre comment tu as eu cette idée de créer l'école des intelligences multiples. D'accord. Bah écoute, déjà Sandrine, merci de m'avoir invitée. Franchement, c'est un honneur, surtout quand je sais que je parle à un public de femmes atypiques, en plus qui ont des enfants neuroatypiques. Et du coup, bah, moi, je suis cofondatrice de l'École des intelligences multiples et de différents programmes éducatifs. Et du coup, je fais ça parce que il y a trop de nos enfants qui sont mis sur le côté, épurés parce qu'ils sont différents et leur mode de fonctionnement sont pas compris. Et l'école s'adresse à tous les profils, donc HPI, hypersensible, il peut y avoir un haut quotient émotionnel aussi, dyslexique, parce que souvent, il y a des choses qui sont associées, il peut y avoir un trouble de l'attention, déficit de l'attention. Et le but pour moi aussi, à travers cette école, c'est d'aller au-delà des étiquettes. Parce que HPI, ça veut tout dire et rien dire. Il y a aussi la personnalité de l'enfant et un diagnostic, c'est juste on va dire, révélateur d'un état, voilà, à un moment donné. Et ça veut pas dire qu'on va fonctionner comme ça toute notre vie. Et c'est là aussi pour nous aider à se dire, bon, bah là, faut que j'améliore ça, mais je ne suis pas que mon diagnostic, il y a aussi à avoir une approche holistique de l'enfant. Et donc, c'est là-dessus aussi dans lequel je suis spécialisée dans l'école. Puis j'expliquerai un peu plus en détail la spécificité justement de l'école et en quoi elle est très, très différente des autres écoles qui existent dans le monde. Volontiers. Alors, si on commence par Voilà. toi, Julie, quel Oui. parcours d'héroïne atypique as-tu eu? Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à la création de cette école et pourquoi tu en es arrivée là? Alors, moi, je viens d'une famille d'aidants. Donc, mon père est médecin de rééducation fonctionnelle. Il travaillait dans des instituts médico-éducatifs, donc pour des enfants polyhandicapés. Ouais, à l'époque, on disait avec des choses, on ne savait pas trop, comme l'autisme. Il y a 20 ans, on ne savait pas ce que c'était. On disait que c'était psychotique, c'était la faute de la mère, blablabla. C'est vrai. Ma mère est aide-soignante, mon grand-père est médecin, et mon frère et ma sœur sont éducateurs spécialisés. Donc, on va dire qu'on a un peu dans la famille ce côté, voilà, comprendre l'autre, améliorer les gens qui sont différents, en fait. Donc, j'ai ça. Et donc, depuis que je suis toute petite, moi, je suis dans les hôpitaux, dans les instituts. Voilà, je faisais des courses de fauteuil roulant avec des enfants en fauteuil roulant. Enfin, voilà, pour moi, le handicap, c'est pas Ça tout ce fait qu'on en fait, c'est pas tabou, c'est pas, voilà, c'est une vulnérabilité. Il y a des choses qui nous empêchent ou on est empêché par certaines situations. D'ailleurs, en France, on dit en situation de handicap, parce que c'est une situation qui va nous empêcher d'accéder à l'école, à un lieu ou à voilà, quoi que ce soit. Et donc voilà, j'ai un peu ça dans le sang. Mais malgré tout, quand j'étais plus jeune, je fonctionnais assez bien à l'école, malgré mon profil Asperger autiste. Voilà. Je me suis un peu coupée en 50 pour essayer d'y arriver, mais j'y suis arrivée plutôt bonne élève, voilà, et tout ça. Mais sauf qu'à mes 22 ans, en fait, j'ai fait plusieurs voilà, licences d'histoire, plein de diplômes à droite à gauche. Et à mes 22 ans, je me suis dit, soit je continue à m'adapter et à faire genre, c'est ma vie, soit je m'en vais de France pour voir s'il y a une possibilité de faire quelque chose ailleurs. Donc à mes 22 ans, j'ai pris mes J'ai clics et mes l'impression claques qu'en et je France, il n'y avait plus de possibilités à l'époque pour toi et que tu avais un plafond de verre.
Bah oui, puis c'est surtout qu'à un moment donné, quand tu t'es adapté pour satisfaire les autres tout le temps, en fait, Hmm. et qu'à un moment donné, tu peux plus, il y a ce sorte de burn-out, alors qui est plus fort chez nous en autisme, hein, on appelle Oui, ça le burn-out autistique, qui peut être un mhm. effondrement total de la personne. Donc moi, j'étais à la limite de ça, sauf qu'à l'époque, D'accord, je pouvais pas mettre de mots, je savais pas et tout ça. bien sûr. Et donc du coup, je me suis dit, c'est la porte de sortie pour que je survive, c'est partir de France, vraiment. De me partir de... Alors, je m'entends bien avec ma famille et tout ça, mais à un moment donné, si tu veux exister, je pense qu'il faut que tu ailles aussi C'est une vraie voir coupure d'autres pour environnements. pouvoir renaître presque. Ouais, tout à fait. Et donc, quand je suis arrivée au Canada, j'ai fait un stage par rapport à mes études. Et au bout de 3 mois, j'ai commencé à me faire embaucher dans des secteurs où il n'y avait aucun rapport. Et j'ai commencé à jongler, à faire à plein de contacts. Et le Canada, ça a été vraiment mon rêve. Ça a été, je suis arrivée, toutes les portes sont ouvertes, quoi. J'étais à Waouh. ma place dans des modes de fonctionnement non hiérarchiques, Hmm. où on prend plus en compte la personne dans ce qu'elle est. Et en fait, un jour, j'ai vu une dame qui faisait de la thérapie avec un enfant autiste. Et parce que je faisais du bénévolat, c'est assez, on va dire, comment on dit ça? Le bénévolat est très bien vu au Canada. C'est comme une Ok. expérience, Mhm. une vraie expérience professionnelle. Et donc j'ai vu une dame dans un bénévolat que j'ai fait dans une maison de répit pour des parents qui avaient des enfants neuroatypiques et qui avaient besoin de repos. Donc ils amenaient leurs enfants chez nous et nous on faisait des activités, et on essayait de voilà de faire de donner du répit aux parents en fait. Et Oui. là donc je m'occupais de différents enfants. Et là, il y a une dame qui jouait avec un enfant autiste avec d'une certaine manière. Donc, je la regardais faire et je me dis, tiens, c'est marrant parce que en France, bah, on va médicamenter, dire qu'il est handicapé, puis point. Donc là, je voyais la dame qui était dans une approche, voilà, et puis très gentille. Quand l'enfant faisait un comportement inapproprié selon les normes sociales, elle ne Mhm. punissait pas, enfin, Hmm. elle amenait l'enfant autrement et tout ça. Donc j'étais intéressée. Et du coup, elle m'a dit, bah, si t'es intéressée, tu devrais aller à la clinique CABA de Montréal, donc il y a une clinique comportementale. Donc moi, je l'ai pris au mot, je suis sortie de la maison de répit et je suis allée dans la clinique CABA frapper à la porte et dire bonjour, on m'a dit de venir vous voir. Donc j'avais pas de CV, j'avais pas rien. Il m'a dit, bah, asseyez-vous, vous êtes qui, tatata. Donc j'ai pris un café avec la dame et tout ça, qui était la psychologue de la clinique, qui est assez connue à Montréal, très cool, très, voilà. Et elle m'a dit, bah écoute, il y a un entretien de groupe demain, il y a une mise en situation avec un enfant, et si ça fonctionne, tu seras à ton compte et tu auras des familles, et tatata. Donc, moi, je ne savais pas du tout ce que c'était travailleur autonome, comme ils disent au Canada. J'ai dit, bah ok, très bien. J'ai pas compris que c'était pas un salarié. Enfin, j'ai dit ok, donc j'y suis allée, j'ai réussi. Donc il y avait un enfant autiste qui avait la difficulté. Et en fait, je voyais les gens qui allaient trop vers eux, trop vers l'enfant, en fait, et qui poussaient, en fait, qui poussaient, donc l'enfant se rétractait. Et en Hmm. fait, j'ai vu qu'il jouait avec une voiture, donc j'ai pris une voiture et je me suis mis en imitation. Et en fait, l'enfant, au bout de 5 minutes, puis j'ai pas attendu qu'il vienne, j'ai pas espéré quoi que ce soit. Et en fait, il est venu me voir, il a commencé à me regarder dans les yeux, puis à faire ouh, ouh, ouh avec la voiture. Il parlait pas et qui regardait pas dans les yeux. Donc là, tout le Hmm. monde me regarde en mode, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et j'ai dit, ben moi, c'est comme ça que je jouais au centre avec les enfants. Enfin, je regarde comment ils fonctionnent, puis après, je rentre dans leur monde à partir d'eux, et ensuite, je Oui, l'amène c'est dans mon monde. rejoindre C'est la pas un... personne où elle est plutôt Bah, que de c'est forcer la rejoindre où elle est, relation. en fait. Mhm. Oui, tout à fait. Et puis, il faut avoir un temps d'observation, en fait. C'est souvent, chez les non-autistes, on pense que la relation, elle va être fusionnelle, on va tout de suite bien s'entendre. Il y a un truc très Hmm. l'apparence, la première apparence, je sais plus ce que vous dites là. La première C'est la bonne. impression, ouais. Ça, pas du tout. Pas du Hmm. tout. Pour moi, c'est pas vrai. Mais bon, après, c'est des modes de fonctionnement qui sont différents et j'entends. Et donc, du coup, je me suis fait recruter. J'ai avancé très, très vite dans la clinique parce que bah, bon, les enfants progressaient, développaient le langage, ta, 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 ta. Bon, après, je suis sortie un peu de leur méthode parce que je trouvais ça trop, c'était punition, récompense. J'étais pas trop d'accord avec le Hmm. système. Et en tout cas, ça m'a permis, avec la mentalité en tout cas canadienne, de naviguer dans différentes familles, différents voilà, modes de fonctionnement, différentes couches sociales aussi. J'étais chez des gens très très riches et des gens très très pauvres. Vous étiez 15 dans la même pièce. Et donc, du coup, voilà, je naviguais. Et donc, un jour, j'étais un peu fatiguée parce que j'étais très en demande et j'ai un peu Hmm. burn-outé. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, là, je pense que je vais arrêter un petit peu et je vais partir en Australie. Donc là, je suis partie en Australie et j'ai fait complètement autre chose. J'ai cueilli des légumes, des fruits. Je travaillais pour Amnesty International, dans une maison de retraite où je me suis trompée. Je pensais que j'allais dans un entretien avec des enfants autistes. En fait, je me suis retrouvée dans une maison d'Alzheimer à travailler pendant un an dans une super équipe d'Australiens, voilà, avec des publics que je connaissais pas, mais qui étaient vulnérables. Donc, c'est toujours un peu la même chose, que Oui, ce soit absolument, quelqu'un c'est qui le a des fil difficultés rouge à en fait. l'école. C'est le fil rouge, donc je m'adaptais bien et tout ça. Puis ils m'ont demandé de rester. Puis j'ai dit, ah, c'est très bien l'Australie, mais je pense que je serais pas capable de me réadapter encore.
Hmm. Autant le Canada, c'était fluide, autant l'Australie, il y avait beaucoup, beaucoup de choses à faire. Puis au niveau des papiers, des trucs, j'étais, putain, j'ai déjà fait pour le Canada, je suis citoyenne canadienne, ça me tente pas. Puis mes parents vieillissaient, donc je me suis dit, je vais peut-être retourner en France un petit peu et tout ça. Donc je suis retournée en France. En France, j'ai un peu déprimé parce qu'on m'a proposé un poste d'éducatrice spécialisée dans un IME, donc j'avais l'impression de retourner quand j'avais 16 ans. Alors avec des méthodes qu'ils avaient essayé d'importer du Canada, mais horrible comment ils les appliquent. Vraiment, Ok. j'étais là, je voyais la psychologue faire, j'étais là, mais c'est pas comme ça qu'on fait un renforcement positif en fait. Et moi, j'ai fait ça toute la journée à être supervisée quand même par des big psychologues nord-américaines. Donc, j'avais quand même un background assez fort. Et du coup, ils m'ont dit, mais toi, t'es qu'éducatrice, t'as pas à nous dire quoi faire, dans le système français, quoi. Et Mhm. j'ai dit, bon, bah, c'est comme ça, moi, je vais pas rester. Donc, j'ai fait 8 mois. Donc, j'ai accompagné des enfants avec des profils très, trop lourds. On me donnait les profils très, très lourds, enfin, ce qu'ils considèrent, eux, très, très lourds, alors qu'il faut juste, Mhm. c'est la Mhm. relation qu'il faut. Donc, ils passaient pas par les mêmes, voilà, ils pensaient que s'ils donnaient un bonbon, la relation, elle était faite. J'étais Ok. à falloir creuser un petit peu pour que ça avance, quoi. Donc voilà, et en fait, j'étais un peu en train de déprimer. J'écrivais des choses sur LinkedIn, sur l'autisme, la différence et tout ça. Et c'est à ce moment-là que Bruno Dolem est arrivé. Donc lui, il a pensé le concept M. Moi, là-bas, j'ai pas. Là, on est en train de modifier des choses dans la pédagogie parce qu'on est sur le terrain et c'est plus juste l'idée. Mais à la base, c'est vraiment lui qui a créé le nom de l'école, donc l'école des intelligences multiples, et qui a fondé le concept avec le lab éducatif. Le lab éducatif. Et donc on s'est rencontrés immédiatement. Et puis moi, j'avais jamais prévu de faire une école, hein. Ça, c'était pas du tout. Je me dis, ah non, Tu peux c'est peut-être nous chiant une redire qui est école. Bruno? Enfin, Alors Bruno, c'est une super belle personne. Donc c'est un homme très sensible et donc il a écrit M parce qu'en fait, alors je vais essayer de faire ça clair. Il dirigeait des établissements privés sous contrat, donc souvent catholiques. Et donc, il a passé son temps à virer des jeunes, et notamment HPI. hmm. Et en fait, il s'est dit, il y a un problème. En fait, on essaye de faire et tout ça, mais en fait, le système est de plus en plus sélectif, il faut le savoir en France. Maintenant, avec la réforme du brevet qu'ils sont en train de faire, bon, il y a quelque chose qui va se passer s'ils font passer ça. Et donc, du coup, un jour, il y a un jeune homme qui est arrivé dans son bureau et qui lui a posé un livre sur la table en disant, en gros, lisez ça, machin. Et c'était un livre sur, je sais plus quoi, sur le HPI, un livre sur les HPI, tout ça. Donc bah, Bruno a pris le livre, a lu le livre, il a dit, ah ouais, non, on est complètement à côté de la plaque, en fait. Donc il a quitté tout ce qu'il avait, une belle fonction, des bons et tout ça, et puis il a dit, bah, faut faire autre chose. Donc il s'est posé à un bureau et il a commencé à écrire thème. Et Hmm. le problème, c'est qu'en fait, il me dit, mais le problème en France, c'est que les gens parlent beaucoup, mais ils n'arrivent pas à appliquer les idées. Hmm. Et il m'a dit, toi, vu comment tu écris, vu comment tu fonctionnes, j'ai l'impression que toi, mettre en place des idées, c'est facile. Pas J'ai dit oui, manifester oui, la vision. effectivement. Mhm. Oui, et puis je lui ai dit, moi, en plus, moi, j'ai une vision avec les enfants qu'il n'avait pas, qu'il a besoin dans la pédagogie, qu'il n'arrivait pas à mettre en place dans un truc. Donc moi, je l'ai donné. Et lui, il a donné un peu aussi bah, comment on fait pour monter une école en France, tout ce que Hmm. j'avais pas au niveau administratif que lui connaissait, en fait. Très Et puis, complémentaire. Mhm. bah, hyper complémentaire en fait. Et Mhm. puis lui, il a quand même l'expérience du terrain, il a l'âge, il a 65 ans. Moi, je suis plus jeune, donc c'est sûr que si j'arrivais toute jeune avec des idées, bah, ça passait un peu moins que si lui, il arrive avec Hmm. son costume, son truc. Euh, Alors, et donc c'était voilà, donc ça incroyable a pour moi de suffi. me dire justement, quand j'ai vu ça, qu'on pouvait créer une école en France comme ça. Ouais. J'imaginais, pour moi, dans ma Euh, tête, que c'était impossible. Donc, du coup, c'est ce qui m'a vraiment, Pourquoi? je sais pas, peut-être, tu vois, sûrement une grande méconnaissance du sujet, mais je pensais qu'il fallait absolument que ça soit un truc institutionnel, etc. Mais effectivement, il y a plein Alors, d'écoles privées, mais je sais pas. ouais. C'était parce qu'une grande méconnaissance du système, Alors, c'est bah, tout. en fait, moi, sans Bruno et sa connaissance, j'aurais pas été capable de monter une école, je me Hmm. serais trompée. En fait, si je savais le nombre d'écoles privées qui essaient de se monter, qui le jour de la Ah, rentrée n'y arrivent pas, ah, et voilà, qui donc sont un donc local, et c'est qui pas sont en si perte, simple. ah non, non, c'est pas simple du tout. Et puis nous, on Mhm. est une école privée hors contrat, donc on va être soumis on doit tout faire, on doit trouver le local, on doit payer D'accord. pour la DGPD du bâtiment, on doit tout remettre aux normes. Enfin, il y a personne qui t'aide en fait. Hmm. Donc c'est là où c'est. Mais après, je pense que quand tu es aligné et que tu sais où tu vas et tu sais ce que tu fais, tout s'ouvre en fait. Il n'y a pas de difficulté majeure en fait. Donc, Hmm. après, si on a eu l'éducation nationale qui a débarqué en disant votre projet, il est fou, on peut pas mélanger tous les collégiens ensemble dans une classe, nanana, vous n'êtes pas prêts, nanana, nanana. On a fait bon, bah ok, point de vue intéressant en fait. Et il a Et en fallu général, pour des s'écouter. atypiques, quand on dit ça, qu'il y a un challenge, Oui, c'est encore mieux. C'est voilà, c'est ça. attends, on va te montrer que Oui, ça va fonctionner, t'inquiète.
Ça va fonctionner, oui, tout à fait. Euh, Voir, ils nous ont audité et en fait, très gentil, pas de souci. Rien à voir avec la première visite, hein. Rien à voir. Donc, donc voilà, après, c'est juste que. Mais je te dis que j'avais pas prévu d'ouvrir une école privée hors contrat, en fait. Pas une école tout court, en fait, ni un collège ni un Hmm, lycée. Parce que tu vois, la réforme du baccalauréat, t'as envie de t'arracher les cheveux, il y a personne qui a envie de faire ça. C'est pour ça que hmm. les gens font des collèges en France, ils font très peu de lycées privés. D'accord. Mais le problème, c'est que pour les neuroatypiques, déjà, il n'y a pas de solution. Déjà, en primaire, il y en a un petit peu quand tu fais un peu du Montessori, mais le Montessori, Ouais, c'est ce a que ses j'allais dire. limites. Ok. C'est quoi la limite pour Donc, toi? la limite, c'est pas forcément le modèle Montessori, c'est comment les équipes vont l'appliquer et la Hmm, connaissance. En fait, si tu n'as pas de connaissance sur les profils neurodivers, que tu sais pas qu'en fait un TDA, c'est un multipotentiel qui a besoin de faire plusieurs choses en même temps et qui a besoin, s'il y a de l'hyperactivité, il a besoin de bouger, manipuler, que c'est un kinesthésique, bah, et que tu le dis, tu vas rester à la chaise et il faut demander l'autorisation à chaque fois pour te lever, ça va être compliqué la journée, tu mhm. vois. Donc, si t'as pas compris qu'un HPI, il a besoin d'être nourri, d'interrelier enfin, les disciplines, d'être nourri, surtout qu'il y en a qui peuvent avoir des hauts quotients verbaux, donc ont besoin, eux, le cours où le prof parle tout seul, ça marche pas. Il va falloir qu'il y ait de la conversation, de la réflexion, une sorte de mise de sens dans les apprentissages, t'es mal aussi, quoi. Un cours en France, la personne, elle parle et il y a personne qui parle. Donc, c'est... Alors aujourd'hui, il y a donc c'est beaucoup, je pense, de personnel enseignant qui vont te dire, en tout cas dans l'école actuelle, puisque là on parle d'une école qui est différente, Oui, qui vont te dire, mais on peut pas s'adapter aux besoins spécifiques de tous les élèves, c'est pas possible, et versus toute la charge de travail et parfois l'éducation qu'on fait, on peut pas faire ça. Qu'est-ce que tu dis à ça? bah après, je pense que c'est la dynamique de classe qu'il faut instaurer. Et en fait, le problème de l'éducation nationale, alors ils font un peu de classe inversée, ce type de choses, mais c'est que si c'est toi qui dirige la classe et que tu vas dire à tout le monde, vous allez tous apprendre de la même manière et on va tous faire au rythme que je veux, bah ça marche pas. C'est ça qu'ils comprennent pas en fait. Tu pourrais dans une classe. Alors après, moi je pense qu'il faudrait quand même de l'aide parce que dans des classes à 30, nous on est toujours deux ou trois hein, dans la totalité du collège-lycée. Je pense qu'ils sont en D'accord. manque de moyens, ça c'est évident. Ça c'est évident. Ça tu peux pas leur dire qu'ils ont pas un manque de moyens. Après, il y a aussi une volonté de, si les profs s'organisaient ensemble, autrement, il y a peut-être autre chose à faire. Après, ce qui est aussi problématique, c'est comment l'école est construite. Nous, on travaille en open space, où Hmm. les décors bougent et changent, en fait. Eux, ils sont dans des classes toutes Fermé. petites, fermées, donc tu peux pas non plus leur dire qu'ils ont tort. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Bien C'est sûr. pour ça que moi j'ai quitté, moi j'ai essayé, j'ai fait les classes Ulysse, les classes où il y avait des problèmes avec les enfants de comportement. Mais à un moment donné, oui, faut repenser le temps, il faut repenser les espaces si tu veux modifier l'école. C'est ce qu'on a fait chez M. Ça, c'est un des premiers éléments de la pédagogie. Tout le monde n'est pas sur les mêmes espaces-temps, et c'est un fait, en fait. Surtout avec cette nouvelle génération qui est là. Encore nous, on était un peu plus conditionnés, on y arrivait peut-être un peu plus, mais cette génération qui arrive, ils veulent bouger, ils veulent que le cours soit résumé en 8 minutes. Donc nous, Hmm. on s'accompagne de plateforme e-learning où ils vont avoir tous les problèmes de l'éducation nationale sur une plateforme, mais en vidéo et un peu ludique parce qu'ils veulent pas écouter un truc chiant. Et je Mhm. comprends, il faut que ça soit un peu, voilà, il y a un peu de besoin de qu'on fasse le show un peu, tu sais, que ça soit Hmm. enthousiaste, que ça soit vivant, et ce type de choses. Euh, Ils veulent que ça soit pragmatique, ils veulent que ça soit concret. Il y en a beaucoup qui n'ont pas forcément besoin de la leçon, qui vont avoir besoin de faire l'exercice ou qu'on les mette en situation tout de suite pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc, pour moi, c'est assez évident parce que moi, j'ai tellement été avec des enfants qui ont été exclus des classes que j'ai passé beaucoup de temps avec eux pour voir comment ils fonctionnaient. Et après, Hmm. en faisant l'école des intelligences multiples, j'ai rassemblé tous ces profils-là. Et cette première année, on s'est quand même mangé les doigts, hein. C'est pas évident de s'adapter à tout le monde. Et puis, le truc, Hmm. c'est que c'est pas je m'adapte à toi et je vais te donner tout ce que tu veux comme un enfant pour y gâter. C'est je vais te donner ta responsabilité, ton autonomie. Hmm. Et tu vas, si ça ne te convient pas, nous montrer différentes manières de faire. Mais tu es responsable à la fin de ton évaluation, de ta note et de ton parcours scolaire. C'est ça qui est Donc, c'est pas génial. s'adapter à tout le monde. Tu vois, c'est pas s'adapter. Non, moi, je m'adapte pas à tout le monde. Je C'est regarde pas si ça enlever marche la pour moi, en fait, aussi. responsabilité à l'autre, au contraire. C'est de Ah dire, non. oh, Non, puis c'est pas dire. Parce mhm. que j'en ai beaucoup des élèves qui arrivent et qui disent ouais, pourquoi c'est nanana, mais en fait, je lui dis déjà, on n'est pas là à ta botte à exaucer tout ce que tu veux, en fait. Faut sortir du monde de on va s'adapter à moi. Non, le monde, il va falloir que tu t'y adaptes aussi un peu. C'est comme ça fonctionne dans les deux sens. Il va falloir que tu Mhm. comprennes les règles, il va Mhm. falloir que tu. C'est pas de les mettre non plus dans un truc, oh, t'es génial, t'as été reclus de l'éducation nationale, donc c'est leur faute. C'est non, non, t'as aussi fait le coup en classe, hein.
Et des fois, tu le fais chez nous aussi. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, sur ton comportement, tu te remettes en question, en fait. Mhm. Donc, il y a aussi de ça. Ça vient aussi des enfants. Ça vient pas que des adultes ou l'éducation nationale. En Bien tout cas, sûr. moi, cette première année, ça m'a vraiment. J'étais un peu là-dedans avant. Maintenant, je vois la réalité du terrain et ce qu'on essaye de construire avec les enfants. Et c'est aussi les mettre dans leur responsabilité à eux voilà. Puis si l'école ne te convient pas, que tu considères que l'école, c'est pas pour toi, bah, va trouver une autre solution que l'école. Tu vois? Enfin, à un moment donné, c'est. Donc, c'est pas s'adapter à tout prix et les adultes sont à la botte des enfants, c'est pas du tout ça. Bien Je pense sûr. qu'il y a un amalgame quand même qui est fait sur les choses. Hmm. Tu vois, oui, un 10, il va avoir besoin d'une police. Non, on utilise une appli pour qu'ils puissent lire de manière que les lettres soient plus espacées, qu'ils puissent choisir aussi leur police, parce que c'est pas parce que tu es 10 que tous les 10 lisent la même police. En fait, c'est pas vrai. Donc, faut que chacun ait son outil, son télé, son smartphone, et qu'il puisse naviguer avec son appli, faire son truc, trouver la bonne orthophoniste pour l'aider aussi pour la lecture, parce que j'ai des 10 maintenant qui ne le sont plus, qui ont Hmm. eu des Hmm. bonnes orthophonistes et qui ont travail, tu vois. Alors, pas forcément dans l'école, parce qu'on aimerait bien avoir ces moyens d'avoir une orthophoniste avec nous tout le temps. Oui, bien Mais sûr. voilà, c'est les parents qui payent aussi, parce que c'est aussi une blinde pour les parents. L'école, les orthophonistes, les ergots, enfin, c'est pas mal de choses, quoi. Oui, c'est ça Donc, aussi qu'il faut voir. C'est oui, c'est quand même un coût, ouais, effectivement. Hmm. ouais, complètement. Ouais. Et alors, si on revient à la Donc voilà, genèse du projet, donc tu vas ouais, nous raconter ce que tu as d'abord lancé, puisqu'il y avait quelque chose avant l'idée du ouais. collège-lycée que tu as testé, et puis là, ça fait 1 an que tu as testé ce collège-lycée. J'étais intéressée aussi pour que tu nous dises, ça s'appelle l'école des intelligences multiples. On connaît la théorie de Howard Gardner des intelligences multiples, qui est régulièrement remise en cause parce qu'il n'y a pas de base Mhm. scientifique, etc. Donc, pour rappel, c'était 1983. Pourquoi l'école s'appelle comme ça et en quoi justement c'est lié peut-être ou pas à cette théorie? Tu vas nous raconter un petit peu. Bah alors oui, on s'est inspiré d'intelligence multiple parce que c'est un concept que les gens comprennent. Mhm, Et effectivement, quand tu regardes le groupe qu'on a par exemple d'élèves, tu as des élèves qui vont être, la plupart de mes élèves sont kinesthésiques mhm. et sans forcément qu'il y ait un TDA ou un TDAH associé. Ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de. En fait, de toute façon, on est des êtres kinesthésiques. En fait, c'est pas vraiment. En fait, en soi, la théorie des intelligences multiples, elle est vraie, elle est fausse. Hmm. C'est pas, il n'y a pas qu'un type d'intelligence kinesthésique qui va faire que tu es plus, oui, tu peux l'être plus à avoir C'est des envie de bouger, mais dominantes pour moi. On c'est les des a tous, dominantes, mais c'est des dominantes, des ouais, préférences même. c'est des dominantes, ouais. Mhm. Mais par contre, non, on se base pas du tout sur la théorie, parce que déjà, multiple, ça veut dire que c'est infini. Donc, on Mhm. peut pas catégoriser juste Alors que au là, il y en très a peu 8, d'intelligence. je crois, ou 6 ou 8, ça dépend des. Oui, ouais, Mhm. tout à fait. Après, il y a la spirituelle qui Voilà. l'a enlevé, mais qui l'a remis, enfin, voilà. Mhm. Oui, après, et puis avec les catégories, oui, oui, il y a des catégories qui se valent, mais après, nous, on se base pas, on fait pas notre programme éducatif sur la théorie, en tout cas. En tout Pour cas, être clair là-dessus. effectivement, Par contre, c'est super clair, intelligence multiple, il n'y a pas que le QI dans la vie. Voilà, ouais, d'ailleurs, tout à je ne sais fait. pas ce que tu penses des tests de QI aussi. Qu'est-ce que vous faites de ça à l'école? Est-ce que c'est quelque chose qui est mis de côté? C'est OK, tu as eu, voilà, on t'a été détecté ou tu as été diagnostiqué de ton trouble, etc. Qu'est-ce que vous faites de ça, en fait? Est-ce que c'est juste une indication comme une autre? Et quelle valeur vous donnez à ça? Euh, alors moi, quand un parent me donne un document, je le regarde toujours parce que voilà, OK. surtout si l'enfant a été content de faire son test. Donc moi, je suis OK, je regarde le truc, il explique et tout ça. Par contre, ce que j'explique, c'est que nous, ça c'est ton test à un instant T. C'est pas Hmm. ce que tu es. Voilà, Mhm. c'est un élément informatif, voilà, mais qu'il faut pas prendre forcément significatif. Je suis HPI, donc je suis là. Je ne peux pas me concentrer parce que j'ai un TDA. Non, là c'est difficile pour moi de me concentrer parce qu'il y a trop de bruit, donc j'aurais besoin d'étudier dans un espace, voilà, de me mettre sur la plateforme e-learning avec mon casque et de faire mes exos le temps où j'ai besoin d'aller dans la salle de repos, parce que nous on a une salle de repos pour s'autoréguler. J'ai Mhm. besoin Mhm. d'autorégulation du corps, j'ai besoin de bouger, manipuler, marcher, je vais marcher, tout ça. Donc c'est vraiment de les sortir de ça pour dire en fait, et si tu n'avais plus d'étiquette, mais que tu répondais juste aux besoins de ton corps, qu'est-ce qui se passerait en fait? Hmm. Donc, un espace où ils ont l'espace pour aller s'autoréguler avec l'autorisation. Voilà, c'est pas tout le monde qui va s'autoréguler en même temps dans la salle de repos. Il y a des règles, voilà. Donc, comment je fais dans un espace où on vit en communauté quand même? On est quand même assez proches des uns des autres pour répondre à mes besoins. Et voilà. Donc, ça, c'est plutôt ça qu'on met en place que de dire il est HPI, il est nanana. Parce que j'ai beaucoup de parents qui me disent oui, mon enfant est HPI, il a des problèmes à l'école, mais c'est normal parce que c'est un génie.
Et je suis là, bah, alors, pas tout à fait, c'est pas forcément ça, en fait. Oui, peut-être il peut être un génie dans certaines choses, mais ça veut pas dire qu'on est un génie voilà, et qu'on a le droit de tout faire, en fait. Et que c'est les autres qui sont en faute, et que c'est. Donc, je pense qu'il faut faire attention à ce type de discours et se dire, oui, ok, effectivement, l'école, elle n'est pas adaptée au profil neuroatypique, ça, c'est sûr. Par contre, comment est-ce que les élèves, en se connaissant, peuvent s'aider et nous aider aussi, en fait. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on Mhm. on irait. Et du coup, moi, par exemple, j'ai une élève qui est arrivée avec un handicap, voilà, il y a la langue qui est plutôt sur le devant et tout ça. Et en fait, les élèves, petit à petit, on oublie que la langue sort, en fait. Tellement, en D'accord. fait, on considère la personne et que ça, on sait que des fois, avoir des problèmes d'élocution, donc, nanana. Mais celle en plus, dans le groupe, commence à articuler de mieux en mieux et à faire la lecture de mieux en mieux. Donc, ça veut rien. Tu vois, je Mhm. pourrais lui dire, t'as tapé, t'as ta langue, on t'a dit que tu parlais pas bien. Et en fait, sans qu'on lui dise quoi que ce soit, on ne dit pas tu parles bien, tu parles pas bien. Elle a Mhm. envie parce qu'elle aime le théâtre. Tu vois, donc, Ça se régule tout seul parce que c'est pas stigmatisé forcément. bah, c'est pas stigmatisé. Donc, en fait, tout fait partie du décor et tout est normal, en fait. Tu Mhm. vois, Mhm. c'est pas anormal, en fait, dans ce sens-là. Et alors, Mm. justement, en partant de tous tes constats, j'ai lu pas mal justement d'articles sur LinkedIn parce que tu es très prolixe et tu postes beaucoup, ça c'est chouette. Et je revoyais effectivement qu'il y avait de plus en plus de décrochage scolaire. C'est ce que tu Mhm. disais, c'est ce que, en tout cas, tu as l'impression, je sais pas si tu as des chiffres. Et voilà, et tu disais de plus en plus de sensibilités qui sont reniées. Euh, voilà, et peu de place des fois à l'inclusivité. Est-ce qu'il y a d'autres constats comme ça que tu as fait et qui vous ont vraiment poussé, toi et Bruno, à dire, en fait, ce système-là, on peut pas le transformer tel qu'il est, c'est pas possible, faut qu'on fasse autre chose, faut qu'on parte d'autre chose. Bah, je sais pas si je peux dire que j'ai fait des constats, mais en fait, moi, je commençais à être fatiguée, en fait. Mhm. J'étais en train de me dire, moi, j'arrête, hein. Ok. J'arrête les enfants Comme beaucoup neurodivergents, j'arrête d'enseignants que je connais. l'éducation. Ouais, je me suis dit, oh là là. Bon, alors, Bono, lui, c'est parce qu'il virait des enfants. Il est obligé de virer des enfants, ils ont des quotas, hein. Il y a vraiment Ok. Je lui ai dit un jour, faudrait vraiment que tu écrives. Bah oui, parce qu'en fait, il faut garder les meilleurs. Il faut garder les meilleurs, il faut garder les plus silencieux. Ceux qui vont pas faire de vagues. Mhm. Donc, pour reproduire le système. Donc, lui, je lui ai dit, si tu écris un livre là-dessus, tu cartonnes, hein, parce que ça serait les dessous du système. Lui, il était directeur d'établissement pendant 25 ans, tu vois. Donc, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire pour dire, bah, écoutez, Absolument. puis là, avec le brevet, voilà, ils veulent interdire les enfants qui ont le brevet, qui n'ont pas le brevet, pardon, d'aller au lycée. Ok. Ils iraient dans une classe lycée prépa. Et ensuite, après cette année-là, ils auraient accès au lycée ou pas. Mais c'est une manière je pense, de toute façon, c'est une manière de dire, de d'épurer, je pense. Et puis, je pense pas qu'il y aura de classe prépa lycée pour tous les enfants qui en ont besoin, en fait. Donc, bref, en fait, c'est une manière Ok. si tu peux pas aller en général ou si t'as pas ton brevet, enfin, je sais pas, il y a un truc qui est en train de se produire on sait pas trop, en fait. Puis là, ils disent qu'ils veulent réformer le brevet, que c'est pas la même chose. Bon, c'est pas très, très clair, quoi. Mhm. Mais lui, je pense que Bruno, oui, je pense qu'il pourrait parler pour lui-même et il a vu plein de trucs qui étaient dysfonctionnels. Moi, c'est juste que j'étais fatiguée et que j'allais arrêter, et qu'en fait, lui, il arrive avec son projet, que j'ai dit oui, hein. Mais Mhm. après, des constats, oui, tu peux faire manque de. On travaille, enfin, le système scolaire français, c'est sur la contrainte. Tout est fait sur la contrainte. On va essayer de pousser les meilleurs élèves à montrer l'exemple aux autres, mais c'était toujours poussé par la note, en fait. C'est que l'individualité, donc ils sont tout le temps mis en compétition. Et du coup, il n'y a pas de collaboration. Et pour moi, c'est essentiel de construire une société où les gens collaborent ensemble. Et en France, c'est horrible. Dans un système administratif, tu regardes, ou dans une entreprise, des fois, t'es toujours baladé de service en service. Et enfin, ils pourraient travailler plus en collaboration. Et je vois bien, parce que quand j'ai fait les mesures ERP pour le bâtiment de l'école, Mhm. Mhm. le bordel a eu 8 mois de retard à cause de gens qui se parlaient pas, en fait. Ah, Ouais. c'est pas moi, c'est ma tâche, c'est ça, donc je vais pas aller là. Et donc, du coup, là, on essaie de créer une école différente pour les enfants. Est-ce que quelqu'un pourrait voilà, collaborer avec nous pour qu'on puisse y arriver, en fait, parce que là, ça va être compliqué sinon. Et je pense que voilà, c'est le fait d'être plus en collectif. Nous, on véhicule beaucoup le collectif, de travailler ensemble, et l'individuel aussi, parce qu'en fait, les jeunes chez nous sont incités à faire du projet personnel. Ouais, c'est le mode Donc, projet. en place le mode projet, ouais, qui peut être collectif et qui peut être personnel si l'enfant choisit plus du personnel, hein. Et Il y ça, a ils sont très en quoi d'autre demande. comme caractéristique justement de cette école, si tu peux décrire les spécificités, qu'est-ce qui est différent? Alors à la base, on avait créé, donc à la base, le M, ça se construit sur
Alors le premier, on va dire la première valeur, c'est, ou la philosophie, je sais pas comment on pourrait dire, c'est vraiment la vulnérabilité et l'hospitalité. C'est-à-dire que quand tu viens chez tu es accueilli. Mhm. Peu importe ce que tu as comme, eu comme difficulté scolaire, peu importe que tu veuilles juste... Parce que là, mon public est un peu en train de changer un petit peu. Maintenant, c'est des enfants qui veulent essayer autre chose. Il n'y a pas Mhm. forcément de phobie scolaire, de décrochage. C'est un peu en train de... Autant l'année dernière, on avait plus... Puis après, je vais t'expliquer pourquoi ces enfants-là sont mis aussi ailleurs pour ensuite intégrer notre école, parce qu'il y a des étapes à respecter quand on a fait une phobie scolaire. D'accord. Euh, ouais. Et donc, du coup, je disais que Donc, c'était basé sur la vulnérabilité, l'hospitalité. Ça, c'était oui, les... l'hospitalité, donc la première chose, c'est déjà on t'accueille. On t'accueille comme tu es, et c'est ce que les enfants nous ont dit, et les parents nous ont dit, c'est incroyable Mhm. ici l'espace de vulnérabilité qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que moi, j'ai une enfant qui avait des troubles, qui avait été, soi-disant, bah, après, ils se sont trompés dans le diagnostic, mais qui avait été diagnostiquée schizophrène. Donc, a priori, schizophrène, quand tu vois un diagnostic schizophrène, tu dis, oh mon Dieu, au secours, ta. Voilà, là, les troubles de l'humeur, en fait, c'est un TDA qui a été diagnostiqué, et elle arrive à être régulée justement avec des La médicaments doux. médicamentation. Mhm. Médicamentation douce, enfin, ils sont passés par un truc. Les parents, tu sais, neurotypiques, ils connaissent Mhm. Ouais. tous les trucs à droite à Ouais, gauche. Mais moi, ouais, des fois, ouais, j'apprends ouais. des trucs. Ah bon, ça existe. Ah oui, mais vous savez, vous pouvez passer par le truc du machin. Ah bon, je savais pas. Et donc, du coup, on l'a accueillie vraiment comme elle était. Donc, elle est venue à l'école une matinée. Après, on l'a pas vue pendant 2 semaines. Ensuite, elle est venue 2 matinées. Après, il y a eu tentative de suicide. Enfin, quand même Oh. des choses assez lourdes. Et en disant, on lui envoie un message, bon, écoute, tu traverses ce que tu as traversé. A priori, pour l'école, on ne peut pas aider. On est là pour te soutenir, mais on ne peut pas aider sur tout ce qui est, on va dire, là-dessus, parce qu'on n'est pas forcément spécialisé. Je pense que c'est important que les équipes en charge voilà, spécialisées soient en charge des choses. Par contre, on est là, on t'attend. Donc là, elle passe il y a eu les vacances scolaires et tout ça, puis elle revient. Donc elle revient une matinée, 2 matinées. Et en fait, on a créé une salle de repos. Et j'ai eu deux enfants en phobie scolaire avec troubles du sommeil. En fait, quand ils sont venus à l'école, ils sont venus dormir dans la salle de repos. Mhm. Parce qu'ils avaient besoin, ils n'arrivaient pas à dormir à la maison, il y avait des problèmes à la maison avec les frères, les sœurs, les trucs, bon, bref. Et en fait, ils nous ont dit, mais cette salle de repos, elle nous a sauvés. Et j'ai dit, ah bon, Mhm. mais comment? Elle m'a dit, mais tu ne te rends pas compte que vous avez créé un espace où on peut venir comme on est, se reposer dans des espaces où on est dehors, on n'a pas cet espace. C'est-à-dire que quand on va en hôpital de jour, même en hôpital psychiatrique, on est On tout peut le pas se temps. reposer. Comment est-ce qu'on se restaure vraiment, en fait? Mhm. Donc j'ai dit, ah bon, Mhm. donc on a accueilli, j'ai un autre enfant qui avait vraiment des problèmes qui avait décroché depuis la cinquième et ce type de choses. Et maintenant, ce sont les 2 élèves de l'école qui sont en train d'exploser. Alors pas forcément au niveau scolaire, tous les scores, ils sont bons en maths, en français, tout ça, mais qui sont en train de rayonner au niveau de qui ils sont en fait. Donc il faut faire des conférences sur la phobie scolaire pour expliquer le parcours. Euh, j'ai une jeune fille qui veut venir dans mon programme Retour vers la scolarité, qui est un programme contre la phobie scolaire, Mhm. qui a traversé sa scolaire, voilà, qui a aussi réussi. Tu vois, le diagnostic l'a aidée parce qu'elle n'est pas schizophrène, elle a un TDA qui n'est pas régulé. Avec les médications, Mhm. ça c'est avec quelques troubles de l'humeur, mais on n'est pas dans le diagnostic de la schizophrénie, c'est autre chose. Donc un diagnostic, ça peut quand même sauver, ou ça peut quand même mettre des mots sur... voilà. Après, ça peut être mal posé comme la schizophrénie, donc il faut faire attention. Mais Ouais. voilà, il Mhm. faut savoir un peu jouer avec... Enfin, voilà, faut se référencer avec les bonnes personnes. Et donc, cette jeune fille me dit, bah, vu que moi, j'ai traversé mes problèmes, est-ce que je peux venir faire ce qu'on fait au Québec, c'est de la paire et danse. Donc, une personne qui a traversé sa difficulté vient aider une autre personne. Donc, elle va Mhm. intégrer le programme de phobie scolaire pour aider les jeunes contre la phobie scolaire à traverser leur phobie scolaire. Ouais, c'est génial Parce qu'en ça. fait, derrière tout ça, il y avait une très grosse phobie scolaire, en fait. Donc, Mhm. ces élèves-là, ils y sont arrivés parce qu'on les a aidés, puis on a un petit effectif. Mais donc, du coup, maintenant, je ramène le premier programme que j'avais créé il y a 2 ans de Retour vers ta scolarité. Je le mets le mercredi pour les enfants qui ont vraiment de la difficulté à revenir physiquement à l'école. Mhm. Parce qu'il faut savoir que la phobie scolaire, ça touche environ 180 000 enfants en France. Donc, c'est Ok. énorme. Donc, plein d'enfants qui sont, sont chez eux en déprimance. Carrément, on appelle ça même des hikikomori, ils sortent pas de leur chambre. Voilà, il y a vraiment des cas très spéciaux. Puis phobie sociale, troubles de l'alimentation, troubles du sommeil. Enfin, voilà, ils multiplient les choses. Puis pour eux, il n'y a aucun espoir. C'est-à-dire Mhm. qu'ils vont finir dans leur chambre ou mourir dans leur chambre. Des fois, j'en avais qui étaient. En fait, non, c'est qu'en fait, ils n'ont pas d'espace. C'est soit l'hôpital de jour, quand ça va très mal, l'hôpital psychiatrique, soins-études en France, ou l'école. Mais en fait, t'as pas d'école qui a cette vocation de déjà juste d'accueillir l'autre dans ce qu'il est et de se dire bon bah voilà, toi tu vas pouvoir venir à l'école que 2 jours en Mhm. matinée, mais on t'attend et on est content que tu sois là.
Est-ce qu'on est obligé de mettre Donc, c'est toute la charge impossible. du programme scolaire? Pour le moment, c'est impossible pour le moment. Donc, pour le moment, on revient, c'est un retour vers ta scolarité. Et chez M, l'une des autres spécialités, c'est qu'on co-crée la scolarité avec l'enfant. Hmm. C'est-à-dire qu'il est co-constructeur de son emploi du temps. Donc, il y a quand même des trucs quand on est en sciences économiques en seconde, il en faut, donc on sait que c'est à tel horaire. On sait qu'on va avoir un enseignement de mathématiques là. Mais après, ce qu'on veut faire, nous, ce qu'on explique aux enfants, c'est qu'on veut essayer de automatiser les hard skills, donc le savoir scolaire, pour qu'à l'école, on puisse faire des choses pour eux, en fait. Donc, que ça soit des projets personnels. Donc là, j'ai un jeune qui était très en... Parce que j'ai eu beaucoup aussi de refus scolaires, anxieux. Donc, la peur de l'évaluation, la peur de Hmm. refus de l'école en disant ça sert à rien. Mais souvent, il y a beaucoup de peur de ne pas y arriver derrière. Hmm. Voilà. Et il me disait, bon, bah, moi, j'ai réfléchi un peu à ton école. Moi, il y a des trucs, ça me saoule. Hein. On est quand même vachement en train de faire du hard skill tout le temps. Il n'y a pas possibilité de, j'y vais, attends, tu fais du projet, des trucs, du machin. Il dit, ouais, mais moi, les projets collectifs, vous interroger les savoirs. Oh, si tu savais comment je m'en branle. Ah bon? Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait? Bah, il dit, bah, moi, ce que j'aimerais qu'il y ait à l'école, c'est de nous. C'est qu'on apporte, nous, en fait, qu'on apporte des projets. Donc, on avait commencé un peu les projets personnels, mais ça avait été trop dur à gérer. On n'était pas assez en effectif pour gérer tous les enfants sur leurs projets personnels. Mais j'ai dit, bah, à la rentrée, ceux qui seront en maturité pour mener un projet personnel, voilà, pourront le faire. Et donc, lui, il veut monter sa chaîne YouTube pour expliquer comment jouer un jeu vidéo spécifique à des niveaux. Il me dit, est-ce que je pourrais faire du montage? Tata. J'ai dit, bah, pas de souci, tu me pitches ton projet, tu me l'écris. On travaille, parce que je lui dis, il faut quand même que tu travailles ton français, il faut quand même que tu travailles. Donc, ça, c'est toujours des. Voilà. Et après, je dis, Il y tu a quand sais même un comment marche respect d'un l'algorithme de certain vidéo? programme et d'une ligne Oui, oui, et puis directrice c'est parce pas que genre, ça reste. oui, puis ça peut être vite la porte ouverte à, ah bah je fais du jeu vidéo à l'école, quoi. Tu vois. Hmm. Je viens, puis j'ai mis 4 heures de projet personnel et je fais du gaming en disant que je Hmm. fais du montage, tu vois. Faut quand même qu'il y ait un suivi, un minimum. J'ai dit que tu fasses du gaming avec tes potes en ligne à partir de chez toi, aucun souci. Mais pas à l'école, non, parce que de toute façon, on a vu ce que ça produisait de leur mettre les jeux vidéo, on met 1 heure à les récupérer. Hmm. Donc j'ai dit non, par contre, que ça soit, voilà, que tu nous le pitches, que tu montes ta chaîne vidéo et qu'après on regarde, bah, tiens, dans un projet, est-ce que tu sais comment l'algorithme YouTube il fonctionne? Tu sais comment créer une communauté? Tout ça, c'est pas forcément du programme scolaire, mais on peut aller chercher des trucs en anglais. Souvent, il y a beaucoup de choses expliquées en anglais. De toute façon, ils les regardent, les modules en anglais, tout ça. Mhm. On peut aller en profiter pour regarder l'histoire de tel continent qui a inventé cette technologie. Enfin, voilà, l'histoire, c'est pas que la Seconde Guerre mondiale Du coup, ça et autonomie, ça Mitterrand, quoi. responsabilise et puis ça fait voir beaucoup de compétences Ouais, entrepreneuriales au final. ah mais oui, oui. Et puis de toute façon, moi, ceux qui viennent chez moi, clairement, et j'ai beaucoup d'atypiques qui c'est des futurs entrepreneurs. Hein. Celui qui m'a fait sa phobie scolaire, là, qui veut faire conférence, là, je peux te dire, et là, alors il faudrait installer une boisson à machine pour que ça te fasse de l'argent pour l'école, il est très orienté business, quoi. Et lui, il Hmm. veut justement, il dit, ben, moi, peut-être que j'aurais donc, il y a l'hospitalité vraiment d'accueillir voilà, la personne comme elle est, là où elle est aussi. Et on utilise aussi récemment, alors je l'utilisais de manière un peu inconsciente, mais apparemment il y a un nom sur ce que je faisais. Alors pas tout à fait parce que j'ai amélioré des choses. C'est la discipline positive. Hmm. Je sais pas si tu connais. Un Ouais. petit peu. Bah, du Mhm. coup, ouais, donc la discipline positive, c'est un peu à contrario, moi, des méthodes comportementales auxquelles j'ai été habituée. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'en suis retirée, c'est parce qu'en fait, c'est punition ou récompense. Et le problème, c'est que punition-récompense, tu fais appel à des parties du cerveau, c'est juste 0 ou 1, quoi. Voilà. Noir ou Très blanc. binaire. Point. Mhm. Et du coup, l'enfant va développer beaucoup de stratégies pour s'adapter et pour être récompensé tout le temps. Mais sans savoir si c'est bon pour lui, si c'est pas bon pour lui. Il n'y a pas vraiment de critique voilà, alors, sur les choses qu'on Faire fait, en fait. plaisir aussi. Et ouais, faire plaisir, s'adapter, voilà, mais c'est pas forcément pour soi ou voilà. Et bref, et donc du coup, la discipline positive, c'est on félicite pas, on punit pas, par contre, on encourage là où l'élève est. Mhm. Donc, par exemple, moi, je me rappelle, parce que j'ai une maman bénévole qui est venue nous l'enseigner dans l'école et qui va travailler pour l'école à partir de septembre, qui est géniale. Et ça fait vraiment un grand, grand changement dans l'école. Elle me dit, tu sais, je remarque que souvent, vous dites aux enfants d'aller chercher leurs crayons et leurs stylos quand ils n'ont pas en cours. Hmm. Pour moi, à partir de 10 ans, tu dis plus à un enfant ce qu'il doit, enfin, devrais même pas dire à un enfant ce qu'il devrait faire. Tu devrais l'encourager à dire, OK, là, on est en cours, de quoi as-tu besoin pour retranscrire ou t'assurer que tu vas avoir les éléments quand tu vas voir l'évaluation, hein, voilà. Et petit à petit, s'il va juste chercher un crayon, on va dire, bah, c'est bien, t'as pensé au crayon. Est-ce qu'il y a d'autres choses, Il va peut-être te dire, bah, moi, je suis juste auditif, parce que moi, j'ai beaucoup d'auditifs qui prennent pas leur cours.
et qui cartonnent en évaluation. Ça Donc, c'est m'étonne aussi pas. reconnaître qu'ils sont auditifs et qu'ils ne fonctionnent pas comme ça, ou que c'est peut-être une compétence qu'ils n'ont pas. Ok, c'est pas grave, on va leur apprendre. Mais on leur dit pas, ah, t'as pas pris la nanana, ou ah, bravo, t'as pris le crayon. Tu vois, donc c'est de vraiment. Alors, un autre exemple, souvent, on va dire à l'enfant, range ta chambre. Parce que c'est le bordel. Souvent, voilà, plus ils avancent, plus ça peut être pas rangé, en fait. Et en fait, c'est plutôt de faire le constat, ok, on est quand même dans une maison ensemble, c'est ton espace personnel, mais moi, ça me dérange quand les choses, voilà, là, ça commence à puer, on ne retrouve pas les choses, ta feuille de convocation du brevet, il y a du chocolat dessus. Moi, là, je prends un cas vraiment extrême, mais ça pourrait être un enfant qui range un peu moins bien sa chambre. Et du coup, ça serait lui dire, bah, moi, je pense que ça serait important que tu commences à voir que ton espace doit être rangé. Qu'est-ce que tu pourrais faire en premier? Donc là, ça pourrait être qu'il commence à plier ses t-shirts. Donc, on va séquencer les apprentissages en petit et encourager là où l'enfant est capable, plutôt que lui dire d'un seul coup, tu vas ranger toute ta chambre et tous les jours, ça doit être rangé. Parce que là, Oui, le moi morceau est j'entends tellement beaucoup de grand. méthodes de coaching et de PNL et voilà qui pourraient être appris aussi par les enseignants parce que c'est Ouais. beaucoup moins binaire. C'est ça va être Mm. fait, mais du coup tu préfères le faire quand lundi ou mardi aussi. Oui, ouais, oui, Ça peut être, enfin, tu tout vois, à fait. c'est Ouais, des ouais. stratégies, Donc, des c'est astuces vraiment. pour Et donc, responsabiliser c'est la pas. personne et lui donner Ouais, l'idée que c'est lui qui prend la décision de le faire. tout à fait. Exactement. Ouais. Et du coup, c'est discipline, donc c'est ferme. C'est pas genre éducation positive, point, et c'est Voilà. bien tout le Mais temps. ça, oui, il faut C'est faire la différence entre éducation positive et ouais, discipline positive. et discipline positive, ouais. Mhm. Parce que du coup, c'est bienveillant, mais c'est ferme, en fait. Donc, c'est vraiment de Mhm. dire. Comme un jour, j'avais un enfant qui arrivait, je vois, il revient avec sa dépression. Et je lui ai dit, bon, je pense que là, on est arrivé au bout de la dépression. Enfin, j'étais un peu dure avec lui. Je lui ai dit, écoute, il y a plusieurs choix. C'est soit tu décides d'être ta dépression, d'être tout le temps comme ça, soit tu décides que tu vas y arriver et tu te reprends, en fait. Parce que là, ce qui va arriver, c'est que tu vas repartir dans ce que tu nous fais depuis 3 mois. Tu vas repartir dans ton cycle, aller chercher le problème de quelqu'un qui t'a dit que tu étais comme ça, ta, ta, ta. Et moi, je t'avouerais, je sais pas pourquoi je te dis ça aujourd'hui, mais ça me saoule, en fait. Je sais pas, je pense que ça atteint ma limite dans ce que je peux voir et je vois que tu es probablement capable d'autre chose, en fait. Et je lui ai dit, bah, en fait, moi, ce que je te propose, c'est qu'en fait, quand tu es bien, tu viens à l'école. Et si tu sens que t'es pas bien et que tu as envie d'être de dépression, il n'y a aucun souci. Et peut-être que c'est le moment de dire à ta maman qu'il faut que tu ailles, as besoin de rentrer chez toi, en fait. Et là, il me regarde en me disant, mais ça va pas, non, non. J'ai dit, bah, je sais pas, je te le dis parce que j'ai une intuition, en fait. Et donc, je lui ai dit, je te laisse réfléchir. Voilà, je sens que t'es pas bien, là, prends le choix de rentrer chez toi. Puis quand t'es mieux et que tu te sens capable, viens à l'école. Donc là, il a réfléchi. Il y avait le mercredi, parce qu'on n'a pas cours le mercredi. Il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Puis il arrive le jeudi, il m'a dit, ah, mais t'as raison, en fait, je vais retomber dans la dépression. Et j'ai dit, en fait, tu sais, dans la vie, tout est une question de choix. Et en fait, qu'est-ce que tu choisis, en fait? Et t'es là, bon, en fait, je choisis de plus être en dépression. Et en fait, c'est le gamin, on l'a plus vu jamais. Donc, c'est aussi leur donner le sens de. Il y a des comportements aussi qu'ils utilisent pour peut-être avoir de l'attention. Et puis, c'est aussi moi, en tant que personne. En plus, il venait me voir à chaque fois pour me raconter des histoires. Et je lui dis, écoute, moi, j'ai plus envie d'entendre tes histoires. Je suis plus capable de les prendre, en fait. Donc, c'est aussi moi me respecter en tant qu'adulte. Tu vois, c'est là où je vais pas forcément m'adapter à l'enfant. Je veux dire, pour moi, c'est Hmm. trop. Toi, tu trouves une autre personne dans l'école qui peut faire ça et qui est OK. Sauf quand moi, je suis là et que je suis toute seule, c'est pas avec moi que tu le feras. Donc, je te conseille d'aller voir peut-être un psy ou quelqu'un à qui tu peux en parler. Mais moi, je peux pas être cette personne-là, en fait. Et donc, du coup, le fait de lui avoir dit aussi mes limites, ce que moi, je considère que je peux prendre, ce que je peux faire, bah, il s'est dit, et puis il m'a dit, ah, c'est bizarre parce qu'en fait, il y a une personne qui est venue m'embêter avec ses problèmes et je lui ai dit que j'étais pas trop disponible pour y répondre. J'ai dit, bah oui, mais en fait, c'est apprendre à mettre ses limites, en fait, tu vois. Hmm. C'est Il avait juste que, besoin d'un voilà. Et après, adulte qui lui mette un cadre. Et du coup, il voilà, et cherchait qu'on se sûrement dit, ce cadre en venant raconter ses histoires. Et tu l'as senti, ouais, en tout fait. à fait. Je pense que Ouais, ça ouais. serait peut-être pas Et valable après, pour je une lui ai autre dit, personne, mais là, tu l'as senti, en fait. Hmm. ouais. Après, je lui ai dit que des fois, tu sois pas bien, c'est pas pareil. Tu as le droit de venir et de dire qu'aujourd'hui, je me sens pas bien. Ça, c'est pas pareil. Mais que ça soit tout le Hmm. temps le même truc qui revienne, moi, je sais pas, j'ai l'impression que t'es dans un truc en une boucle et je peux pas rentrer dans la boucle, en fait, tu vois. Hmm. Donc, C'est c'est aussi leur dire, intéressant. voilà, tu Hmm. vois, c'est pas dans un, ouais, tu vois, on n'est pas dans un monde enfin, c'est aussi, nous, les adultes, aussi, si on met notre cadre, nos limites, aussi, on va leur apprendre aussi tu vois, à le faire. Complètement. Tout en restant, comme Donc, tu dis, enferme et bienveillant. oui, puis bienveillant, parce que je dis, je comprends, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce type de choses qu'on essaie. Donc, il y a les programmes scolaires. Pour nous, c'est important, c'est sûr, parce qu'il doit y avoir un cadre académique. Donc, le cadre académique est donné. Mais les D'accord. enfants, quand ils viennent chez nous, ils viennent chercher vraiment, justement, on a mis en place aussi des ateliers de compétences psychosociales. Mhm. Donc, c'est là où l'enfant va apprendre justement tout un ensemble de règles dont on enseigne la discipline positive. Et du coup, D'accord. ça apprend à prendre confiance en soi, le respect de soi, le respect des autres.
Et ça, c'est le truc, mais qui cartonne à l'école. Ah, les enfants, Ah, ils adorent. c'est génial. Ouais, je me Ils adorent. rappelais toujours la première fois, j'avais vu les cours d'empathie, tu sais, dans les pays nordiques ou des cours de respect Ah oui. je trouvais ça génial et je me disais, mais quand est-ce que ça arrive? Donc là, je suis contente de t'entendre dire ça parce que je pense que c'est vrai, ils adorent. Ah ouais, non, mais ils adorent. Et puis, c'est pas juste des cours d'empathie, c'est des cours où ils viennent Oui, nous voir, ils nous oui, disent, ah, oui. ils viennent nous voir, ils nous disent, mais tu penses que j'ai du travail à faire sur moi-même? J'ai comme Hmm. tout le monde, en fait. Et du coup, là, il y a un truc qui me pose problème, est-ce qu'on peut regarder ça ensemble? Ok, bah vas-y, viens. Et puis des fois, c'est juste venir nous voir pour dire, bah, ah, tu sais, je suis content, je pars en vacances. Point. Il n'y a pas de, tu vois, ils ont juste besoin de. Mais le fait d'être aussi capable de se remettre en question, pas parce qu'on a tort, mais parce qu'on se dit, bah là, il me semble que j'ai un comportement que j'utilisais mais dont j'ai plus besoin. Est-ce que tu peux m'aider à regarder, en fait, tu vois? Donc, C'est et sans faire de la génial. thérapie, sans faire de la psychologie, juste sous forme de conversation. Ouais, c'est Et donc super. ça, c'est donc Madame, donc c'est Nathalie dans l'école qui a impulsé ça. Moi, j'avais commencé un peu, mais du coup, j'avais beaucoup de charges de travail. Je cherche aussi des équipes Hmm. pour diffuser aussi ça. Elle est venue, puis elle a vraiment, ça, mais ça transformait complètement l'école. Ça transformait des enfants vraiment qui avaient peur, qui avaient pas confiance en eux, qui pensaient qu'ils n'avaient pas de valeur aussi, parce qu'on leur a dit, bah, t'es différent, t'es nul. Bah, c'est pas comme ça qu'on fait, en fait. Alors que, bah si, c'est comme ça qu'on fait, mais le chemin va être un peu différent, c'est tout. Et ça, c'est important pour nous qu'il y ait au moins 50% de ça à l'école, quoi. Tu vois, par Hmm. rapport au... Et que ça soit pas que du programme scolaire à l'école. Ouais, et puis vous travaillez Vraiment, aussi, je ça, crois c'est... aussi beaucoup sur l'utilisation de l'intelligence collective et le fait que Ouais. chaque élève peut apporter à l'autre. Alors, il y a la paire aidance, mais il y a d'autres initiatives aussi. Bah, il y a le peer tutoring aussi. Mhm. Donc, quand un élève est meilleur dans une discipline, il va aider le copain. Parce Mhm. qu'on travaille un peu comme chez les pompiers, on travaille pas mal en binôme. D'accord. Mhm. Ils ont un binôme et ils travaillent ensemble ou un trio quand des fois ils travaillent bien en trois aussi. Mais ils aiment bien travailler aussi en groupe. Alors ils ont besoin du groupe pour apprendre et pour créer du lien avec ce qu'ils font et mémoriser. Par contre, ils ont aussi une demande, d'où la plateforme e-learning, d'avoir aussi leur espace où ils peuvent retrouver tous leurs Mhm. cours parce que tous les cours sont déjà faits. Et puis nous, on n'a pas besoin de se taper tous les cours C'est du petit niveau parce rassurant. que moi, je dois me taper Mhm. la sixième et c'est rassurant parce qu'il y a le contenu, c'est des vidéos de 8 minutes. Justement, j'ai dit, ah, je vais essayer de trouver un truc de 8 minutes où ils nous D'accord. globalisent c'est quoi un Athènes, c'est quoi le sol, c'est quoi qu'il faut savoir, tu vois, moi, dans le baccalauréat de français. Mhm. Et du coup, nous, on peut s'appuyer là-dessus et après, on fait intervenir des intervenants plus sur les compétences, donc comment on fait une disserte, comment on fait un commentaire linéaire en français, enfin, les trucs qu'ils ont besoin de D'accord. savoir. On leur apprend c'est quoi un brevet, et on leur apprend c'est quoi la structure globale du brevet. Ok. On leur dit le brevet de français, c'est ça, le brevet de histoire géo, c'est ça, le brevet de maths, c'est ça. Donc, on bosse ça parce qu'il faut avoir l'examen. C'est Des fois, il y a génial des parce que trucs, t'as des. c'est rappeler le contexte. C'est comme dans une entreprise. C'est aide-moi à Bah comprendre oui, pourquoi je fais les choses. Parce que du coup, sinon, ça sert à ouais, rien. ouais, tout à fait. Mhm. Bah ouais, parce que bon, après, pourquoi il faut que je revoie la classe grammaticale? Bah parce que dans un brevet de français, on peut te dire quelle est la classe grammaticale de chat. Voilà. Faut que tu Voilà, dises tout que simplement. ça, je réponds. Voilà. Donc, je veux dire, en soi, il n'y a pas ça va pas t'aider à sauver l'humanité, ça c'est sûr, mais c'est un élément c'est un fondamental. En fait, nous, on appelle ça les fondamentaux chez C'est un fondamental. Voilà. Mhm. Il faut que tu l'apprennes et que tu saches que ça pourrait tomber dans le brevet, comme la subordonnée relative. Ça fait partie des éléments grammaticaux français et Ouais. il Et faut le est-ce que savoir. vous recevez aussi des élèves qui ont subi du harcèlement et qui sont sortis Oui, harcèlement scolaire, parce qu'il y en a beaucoup. J'avais reçu oui, oui, oui. Saverio Tomasé là aussi sur ces sujets. C'était vraiment. Est-ce qu'il y a. Oui, puis Mhm. Oui, puis aussi on a des parents qui mettent les enfants chez nous pour éviter, pour Ok, prévenir. Parce qu'ils pour savent que les prévenir. enfants qui sont différents, ouais, viennent. Et Mhm. maintenant, c'est ça qu'on a de plus en plus des parents qui préviennent. Mhm. Ils ont conscience que la différence de leur enfant, parce qu'ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'être, ils sont vifs un peu là. Et ils savent que ça dans une classe, soit ça va finir à être l'élève qui fait l'imbécile, voilà, alors qu'il est brillant et qu'il trouve sa place que comme ça. Ou alors ça va finir en moquerie du professeur, ou là il peut avoir aussi un élément physique qui est un peu différent et il va y avoir du harcèlement. De toute façon, dans une Mhm. classe en France, t'as toujours ça, hein, t'as toujours ceux qui sont les plus forts et ceux qui vont être harcelés. Donc Ouais, ça fait partie de la composante normale d'une classe. ouais. Donc, De et nous, toute on a dû façon. beaucoup lutter, même avec les enfants à la rentrée qu'on a eue, on a dû lutter parce que il y avait des enfants qui avaient été harcelés et qui, vu qu'ils se sentaient un peu plus forts dans notre groupe, harcelaient les plus petits. Mhm. Donc, on Eh a dû oui. travailler là-dessus pour expliquer c'est quoi le harcèlement, parce que les enfants ne savent pas c'est quoi le harcèlement. Pour eux, Bien c'est sûr. normal de rigoler. Pour eux, c'est Mhm. normal. Ça fait rire les copains. Hein, et l'autre qui se fait harceler, il rigole là aussi parce que du coup, il fait partie du groupe.
au début. Et après, bon, ça prend d'autres proportions, mais oui, oui. Et puis de toute façon, j'en ai récupéré aussi de Finlande, de Suède. Et en fait, eux, ils savaient que s'ils allaient dans un système régulier français, ils se Ouais, faisaient moins. ok, Puis intéressant. doux, sensible, à l'écoute. Enfin, tu sais, aussi tout ce type d'enfants qui ont besoin aussi de prendre le Hmm. temps, qui sont en observation, qui mettent un peu plus de temps à démarrer que les autres. J'en ai aussi, c'est pas que des enfants qui vont très vite. Oui, Euh, euh, bah, eux, ils sont même plus sujets à être harcelés parce que pour eux, ils savent pas comment, ils pensent que le monde est beau et qu'il faut être gentil tout le temps et qu'ils ils savent pas comment se défendre en fait. Donc ça, on leur apprend Hmm. aussi que bah, il y a des choses qu'on fait qui sont pas normales. En fait. Hmm. Très Ça fait intéressant. partie de notre travail. Ouais. Et alors justement, bilan au bout de, bah voilà, de cette année et demie d'expérience de quelque chose de nouveau. Bilan égal, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui peut être amélioré et ce dont tu es fier aussi après ces 1 an. Et puis peut-être que tu nous dises un petit peu, bah voilà, dans le futur, comment tu imagines l'expansion de cette école? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que tu penses que ça sera un système entier qui va être créé? Voilà. Alors, bah, de ce dont je suis fière, c'est que les enfants aiment aller à l'école. C'est vraiment, les parents nous ont dit, vraiment, nos enfants aiment aller chez vous, il n'y a plus de problème pour se lever le matin, il y a plus... Alors oui, certains moments, quand c'est ça qu'ils vont avoir une évaluation de maths, ils n'ont pas envie d'y aller, Bien comme sûr. n'importe quel comportement, s'ils sont pas sûrs d'eux. C'est ça, puis il y a des parents qui nous ont dit, mais au niveau du comportement, nos enfants sont complètement transformés. Complètement Hmm. transformés. Donc ça, c'est une super grosse réussite. Et en plus, ce qui était marrant, c'est que nous, on n'a pas eu trop... les parents nous ont un peu laissé faire. C'est-à-dire que j'ai pas eu besoin de faire de réunions tous les trimestres, de je D'accord, sais pas ouais. quoi, réunions. Ils nous appellent quand ils ont une question, un sujet, ils savent qu'on est disponible. Parce qu'ils J'ai auraient eu pu très peu avoir de peur, réunions. hein, nouvelle école, pas de recul, ils auraient pu être. Mais non, ils ont fait confiance Bah, dès le tu début. sais comment j'ai fait mes premiers entretiens. J'avais pas les locaux, j'ai fait mes entretiens où j'ai inscrit les enfants dans l'hôtel Ibis de Saint-Germain-en-Laye quand même. Ah ouais. J'avais pas les locaux. Et je me suis dit, il y avait plein de gens qui arrivaient comme ça, et je me suis dit, j'aurais juste posé une question, ça vous dérange pas qu'on soit dans un hôtel là à faire Ah ben non, parce qu'on sait que ça va marcher. D'accord. Donc ils avaient déjà cette. Après, moi, il y a des gens qui me suivent depuis 3 ans, enfin depuis plusieurs Oui, voilà. temps sur les Il y avait réseaux, une avec qui notoriété. il y avait une notoriété, et puis des fois on s'écrit sur les chats. Donc on a aussi quand on vient chez elle, on a un lien très particulier aussi avec le parent pour qui on est disponible aussi, qui vont avoir un problème de. Donc on va aussi répondre. C'est pas forcément en lien avec l'école, mais la maman a une difficulté à la maison, ce type de choses, et je vais peut-être plus l'aider en l'écoutant que si je lui parle des notes de son enfant. Voilà. Hmm. Après, moi, je vais quand même. Voilà. Après, maintenant, ce qu'on va mettre en plus l'année prochaine, c'est des réunions tous les mois. Parce que là, on a réuni les parents sous forme de fête de temps en temps et on a vu qu'il y a un besoin pour les parents atypiques de se réunir parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace qui existe en fait. Où ils arrivent, ils peuvent être un peu foufou, un peu. Voilà. Ces espaces n'existent pas du tout à l'école. Ben, bien sûr, en tant Donc, faut qu'adultes, en toujours être plus, un peu. eux-mêmes sont Voilà. peut-être isolés d'une certaine manière dans leur activité, donc c'est génial. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que je suis fière de. Bah, j'ai des enfants qui ont passé le brevet, ils avaient été déscolarisés depuis 3 ans, ils l'ont eu. Waouh. Hmm. Donc, je me dis qu'on n'a pas besoin de se taper tous les savoirs scolaires, enfin, le contrôle continu, le truc, le machin pour y arriver, en fait. Donc, ça déconstruit un petit peu aussi la difficulté. Tu vois, pour moi-même, on me Hmm. disait, ah oui, il faut les inscrire. Parce que moi, je dois les inscrire au brevet, on doit les accompagner au brevet parce qu'on n'a pas de surveillant par l'État. Donc, moi, c'est Hmm. mon directeur d'école qui a accompagné tous les enfants à toutes leurs épreuves pour les soutenir. Waouh. Voilà. Et parce qu'il manquait des surveillants dans les écoles de certains enfants à surveiller les autres écoles aussi. Enfin, voilà. D'accord. Donc c'est voilà, c'est et puis de toute façon quand on est chez M, c'est un peu enfin moi je préviens les parents, on n'est pas typique hein. Donc l'espace-temps n'est pas pareil, les enfants quand ils arrivent, ils s'assoient sur le canapé, ils discutent avec nous, il y en a qui se font des thés, moi pendant que je prends mon café. Après on démarre l'école tranquille, en expliquant les autres. Enfin c'est assez relax, des fois Hmm. on va être un peu en mode hop hop, on y va parce qu'ils aiment bien aussi quand il y a une deadline et un truc précis. Et souvent, c'est assez cool, en fait. Et ce dont je suis fière, c'est qu'en fait, les enfants reviennent à l'école et on réussit de mieux en mieux à mettre un cadre ferme, mais cool. Parce qu'en Ok. fait, des fois, au début, on a mis un cadre et c'était n'importe quoi. Parce que du coup, c'est ouvert. Donc, il fallait arriver à trouver le juste milieu. Et donc, l'année prochaine, ce qui va être nouveau, donc on va s'appuyer sur une plateforme e-learning pour tous les niveaux. Mhm. Ok. Pour être sûr qu'on a pas tous les contenus et peut-être donner un peu plus de liberté. C'est-à-dire que si le jeune est en enseignement scientifique, bah, il peut se dire, bah, moi aujourd'hui j'ai envie de faire ma bio,
envie de faire ma physique ou j'ai envie de faire mon truc. Et ils vont avoir un livret de compétences avec un livret de savoir scolaire et de compétences à cocher, à valider avec la date. Donc, on va les suivre. Et donc, on va être un peu peut-être moins dans la transmission du savoir des programmes, parce que ça va être un peu fait. Et on va intervenir sur ce qu'ils ont besoin vraiment de développer. Donc, peut-être un peu plus individualisé et peut-être moins de classe. D'accord. Parce que je remarque que la classe, ils l'aiment, mais il ne faut pas que ce soit tout le temps. Il faut qu'ils retrouvent le plaisir de la classe parce que c'est un des outils qui est utilisé pour l'école, en fait. Mais que ça ne doit pas être ça doit pas être la classe qui fait que c'est là où tu vas trouver que ton savoir scolaire. D'accord. Donc ça va être nouveau. Et là, du coup, j'ai engagé la maman bénévole, la Nathalie, qui va venir 2 jours par semaine. Donc, elle va enseigner les langues, un certain nombre de choses, et elle va amplifier justement discipline positive. Donc, voilà, on va voir ce que ça va créer aussi au sein de l'école. Qu'est-ce qui va être nouveau aussi? On fait un partenariat avec l'école de design de Saint-Germain-en-Laye. Donc, ils vont nous apprendre donc, sur une semaine. Alors ça, c'est ce vers quoi j'aimerais amener M, c'est vers le design thinking. Parce que le design thinking, c'est vraiment une manière de penser les projets en Inde. C'est mis dans les programmes maintenant au collège. Et c'est vraiment, à mon avis, on va designer l'éducation grâce au design thinking aussi. Donc, c'est une manière de penser les projets, une manière de penser, de designer l'éducation, en fait. De designer sa vie aussi, sa vie professionnelle et personnelle. Ouais, donc le design, c'est vraiment... Et donc, du coup, ils vont avoir un workshop d'une semaine avec l'école de design, une semaine avant les fêtes de Noël. Donc, un projet collectif avec des étudiants de 3e année. Donc, ils auront une problématique imposée et en équipe, ils devront, pour résoudre cette problématique, concevoir un produit. Voilà. Ça, c'est un truc, c'est un peu comme ça que j'aimerais amener le projet de plus en plus chez M aussi. Voilà, qu'il y ait différentes formes de manière de faire du projet. Donc voilà. Après, pour ce qui est de l'expansion de M, c'est sûr qu'on voudrait qu'il y ait plusieurs petits M qui ouvrent un peu partout. Et notamment, alors des M collège-lycée, mais des M aussi, ce que j'appelle Access School. Pour les plus petits. Il faut savoir. Non, pas du tout. Access School, c'est accès à l'école. En fait, c'est se rendre compte que de faire le collège-lycée, parce qu'en fait, dans la spécificité du collège-lycée M aussi, c'est qu'on a des classes transition. Donc pour la 3e et la seconde, donc pour des enfants qui ont besoin de prendre plus le temps pour la 3e pour passer le brevet. Et pour les secondes qui ont besoin de temps pour mieux savoir ce qu'ils vont faire en orientation scolaire. Donc c'est une année qui est un peu difficile. S'ils veulent faire 6 stages différents dans 6 entreprises différentes, ils peuvent le faire. Ils sont obligés d'être professionnels pour le faire. Et c'est d'amener aussi du projet personnel un peu plus poussé, donc comme l'enfant qui veut faire des conférences, le jeune qui veut faire des conférences sur la phobie scolaire. Donc, c'est l'encourager à peut-être à créer des mini-entreprises aussi, donc à amener l'entrepreneuriat à l'école. Et peut-être ouvrir d'autres choses que le baccalauréat, en fait. Se dire, il y a des enfants qui n'ont pas envie de passer leur baccalauréat, qui viennent en seconde de transition et qui ouvrent un nouveau parcours entrepreneurial chez M, par exemple. Mais qui n'est pas... voilà. Après, c'est pas forcément sanctionné par un diplôme parce qu'on n'en est pas rendu là, mais parce qu'ils ont une idée, ils ont envie de créer une sorte de... on pourrait être aussi un petit start-up, alors pas forcément start-up, parce que j'aime pas forcément toujours l'univers de la start-up, mais de mini-entreprise pour les jeunes. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses qui se dessinent naturellement parce que j'ai beaucoup de secondes de transition et qui rentrent pas du tout dans les cases et qui me disent, moi, le programme d'histoire en seconde, je m'en branle. Voilà. Donc on est là, oui, on va quand même faire un peu d'histoire, mais par contre, eux, ils sont à vocation peut-être de créer aussi d'autres choses dans l'école. En fait, si on laisse pas les enfants aussi créer d'autres choses, on va toujours reproduire CAP, bac pro. Et en fait, c'est comme s'il n'y a que le bac, finalement, en ligne, ou il y a toujours que ce parcours scolaire en ligne de mire, en fait, mais quoi d'autre est possible à l'école qu'on n'a pas encore considéré. Et pour des parcours entrepreneuriales et qui auraient pu avant décrocher, parce qu'il y en a plein qui décrochent de l'école à 16 ans, ils arrêtent. Je sais pas, ils font des sortes de... Je sais pas où est-ce qu'ils vont. Il y a aussi tous ces profils-là. Et moi, ça, c'est des profils qui m'intéressent. En fait. C'est des profils plus complexes, plus créatifs, qui sortent de out of the box, qui sont peut-être un peu moins scolaires, mais qui peuvent, je pense, créer pas mal de choses qu'on peut accompagner. Ok, donc ouverture potentielle dans le futur, ailleurs, en France. Alors oui, mais si on est accompagné, parce que alors, moi, je remets pas sur la table 100 000 euros. Je me charge pas toute seule. S'il y a de l'argent, si vous arrivez à être financé, bien sûr. Oui, et puis parce qu'aussi on va accompagner les parents. Si on va faire un accompagnement, le club de la parentalité, le club des parents conscients. Donc c'est vraiment un club qu'on va ouvrir là en septembre. Où on va justement former pour mettre de la conscience en éducation et de se dire, justement, c'est un espace de vulnérabilité, de dire aux parents, ok, là, j'y arrive pas avec mon enfant, je sais pas, je vais crier dessus ou peu importe ce qui se passe, voilà. Nous, on part de la situation.
Et on les accompagne pour, voilà, pour développer une meilleure relation avec leur enfant, à savoir que la relation avec leur enfant, c'est plutôt aussi voir comment la relation avec soi-même et regarder qu'est-ce qu'on a besoin de détruire et d'écrire aussi de son passé familial, de la famille, parce qu'on reproduit beaucoup de choses inconsciemment. Et c'est aussi de donner un ensemble de peut-être des conférences M avec différents outils éducatifs qui ont fait D'accord. leur preuve que nous on utilise. Ça peut être créer un groupe de parents, de 10 parents max minimum, et en fait on se regroupe sur 7 sessions et ensemble on travaille ce qui a besoin d'être travaillé. Ou ça peut être une intervention très spécifique sur un problème vraiment en particulier pour un parent où on intervient et on dit bah là on vient et on vous aide dans la situation. Parce qu'on est très habitué à dealer avec dépression scolaire aussi, on n'en parle pas, hein, phobie scolaire, Hmm. dépression scolaire, burn-out scolaire, donc ça, voilà. Et puis tout simplement des parents qui veulent pousser leur enfant à faire certaines choses et l'enfant, c'est pas son élan naturel en fait. Donc Bien sûr. aussi qu'il y ait un lâcher-prise de la part du parent sur certaines choses. Parce que moi, je vois beaucoup de mamans neuroatypiques qui envoient des messages aux enfants. Ah, bah regarde, t'as eu mal au rein, donc les reins, ça veut dire que t'as eu ça. Les mots veulent dire les mots. En fait, je suis là, ouais, c'est cool, mais si l'enfant n'est pas en mesure de recevoir le message, ça va plutôt le saouler, il va pas du tout ouvrir votre message. Donc, peut-être aussi, il faut laisser l'espace aux enfants pour Hmm. expérimenter, mettre un cadre Hmm. bienveillant, mais pas être tout le temps en train d'essayer de donner des De trouver solutions, des parce que j'en vois solutions. beaucoup, Voilà. et trouver des solutions à la place des enfants, parce que là, j'en vois beaucoup, et c'est ça qui bloque, en fait. D'essayer de dire, Hmm. moi, je sais pour toi, en fait. Non, Hmm. non, tu sais pas. Et où je Tu peux peux te dire, prémunir de ce qui m'est arrivé, donc voilà. voilà, je fais tout pour que ça t'arrive, alors qu'en fait, c'est là où il y a croissance. Et Et comment on crée un espace pour justement que l'enfant se dise ah mince, où est papa, où est maman, j'ai besoin d'aller les voir pour qu'ils m'aident et qu'ils aillent nous chercher notre guidance naturelle en fait, mais de pas Hmm. intervenir dans les affaires, à part bien sûr Mhm, s'il y a un mhm. truc Oui, pédophile grave, ou un oui, truc bien sûr, bien d'enfant sûr. grave, on intervient bien évidemment. Mais sur Ouais. des choses où on essaie de bâtir une relation saine et épanouie avec son enfant, donc c'est vraiment le but de ce club. Et aussi, on va aussi encourager les entreprises conscientes qui veulent encourager justement, parce que la neurodiversité, c'est en entreprise, mais ça commence à l'école en fait. Donc de Bien venir, sûr. donc de les former aussi, de former leurs salariés parents avec nos formations. Excellent. Et si elles veulent contribuer, et si elles veulent contribuer à aider pour du matériel, du sponsoring aussi, voilà, c'est possible aussi. Et aussi, on va mettre en place ce que je te disais au début, c'était un abonnement, donc ouvert à tout le Oui. monde. Donc, il y aura un abonnement gratuit avec du contenu avec un petit contenu de qualité. Puis après, on va faire des forfaits à 10, 25, 50 et 100 euros qui permettront jusqu'à 100 euros. Je pense que je suis en train d'y réfléchir, mais probablement aider à contribuer aux frais de scolarité pour les Mhm, enfants. mhm, Donc, on mhm. fasse des fonds de scolarité pour aider les enfants qui en ont besoin. Et on mettra en place justement des Zooms avec les équipes, avec moi, avec les enfants pour donner du concret en fait. Parce que souvent, quand on va à des conférences, c'est très, on va t'expliquer un truc, mais il n'y a pas forcément le retour de l'enfant, il n'y a pas le retour de l'équipe, il n'y a pas le retour de, voilà. Donc Alors que là, ça ça va peut être être ça ça. aussi. Mhm, mhm. Le but, c'est moi, ce serait de créer une communauté éducative consciente où on inclut Mhm. les profils atypiques en fait, et que cette communauté elle se soutienne. C'est-à-dire que moi, si je sais qu'il y a tel professionnel ou tel parent qui a tel métier qui peut aider telle personne, ça aussi qu'on puisse se faire du référencement, tu sais, entre nous, créer un accès via l'abonnement à un ensemble de partenaires et tu vois, pour Absolument. aider. Donc ça serait ça, de faire peut-être un club un peu VIP atypique, peut-être pas que autour de la parentalité, ça peut être Mhm. entrepreneurial. Enfin, je suis en train un peu de réfléchir au modèle parce que je me dis, ça peut pas reposer que sur les fondateurs et sur les parents, la scolarité. En fait, l'éducation, c'est comme l'arme la plus puissante au monde pour changer les choses. Si on est éduqué, on peut vraiment changer Absolument. les choses. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut, voilà, c'est quelque chose qu'il faut, en tout cas moi que je me sens d'apporter en France ou au-delà parce que ça va être en ligne pour que les gens voilà, aient plus de conscience au niveau de l'éducation. Parce que j'ai l'impression que l'éducation, en tout cas en France, je sais pas comment c'est en Suisse, mais l'éducation en France, elle est très subie en fait. C'est le prof qui va te dire en fonction de ta moyenne en troisième si tu fais du pro, du général ou du techno. Ouais, Juste pour te ouais, dire. ouais, Donc c'est un ouais, peu, ouais, ouais. voilà, l'enfant ne choisit pas, tu ne choisis pas vraiment en fait ce que tu Ah bah vas absolument. faire. Absolument. Aussi, il peut y avoir aussi l'exportation de collège-lycée. OK. Il peut aussi avoir l'exportation du programme Retour vers ta scolarité. C'est comme ça que moi j'avais ouvert M au début. Donc c'est pas forcément obligé d'ouvrir un gros collège-lycée, mais d'ouvrir Mhm. un espace où les enfants en phobie scolaire, en décrochage scolaire, viennent pour retrouver confiance en eux, ne D'accord, plus avoir ouais. peur de l'école, Mhm. travailler sur eux et peut-être aussi faire des remises à niveau académique s'il y a besoin. Donc c'est Oui, vraiment de donc c'est créer en plus voilà, petite ce programme. échelle, mais voilà, c'est. Voilà, où c'est parce que des fois le collège-lycée c'est comme une très grosse structure, il faut l'autorisation d'éducation nationale, il faut les mesures ERP du bâtiment, faut voilà, mais qu'est-ce qu'on peut déjà construire de petit, tu vois, qui aide déjà et après Mhm.
en voyant les besoins locaux aussi, en fait, se dire, bah là, c'est bon, on est prêt et on ouvre un collège-lycée, quoi. Nous, on a D'accord. vocation à ouvrir collège-lycée en même temps pour répondre de manière très rapide à la demande qu'il y a, en Local. fait, pour les Mhm. neuroatypiques locaux. Mhm. Ouais, c'est ça. Ok, Donc super. voilà. Et Julie, en conclusion, qu'est-ce que tu dirais à des mamans neuroatypiques sur ma chaîne, désespérées de voir leur enfant souffrir dans le système scolaire? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Et si tu as un message à passer pour notre futur ministre de l'Éducation, aujourd'hui, on est en août quand on enregistre cette vidéo, donc voilà. Bah, ce que j'aurais à dire aux mamans, c'est qu'en fait, toute situation désespérée est une opportunité d'apprentissage. Donc, en fait, derrière cette situation, qu'est-ce que c'est en train de me dire? Mhm. Voilà, ça peut être trouver les équipes, trouver quelqu'un dans le collège ou le lycée ou enfin, dans l'école qui peut aider. Parce que ça arrive aussi qu'il y a des gens qu'on puisse construire quelque chose. Si le système est trop fermé, bah, c'est sûr. Après, il y a des enfants qui s'épanouissent bien aussi. Alors, le problème pour la phobie scolaire, c'est aussi pour les enfants. Enfin, c'est retour vers ta scolarité. C'est pas que la phobie scolaire, c'est pour les enfants qui sont à la maison et au CNED et qui auraient besoin d'un espace pour sortir de la maison, en fait, parce qu'ils sont tout seuls, ils n'ont pas Mhm. d'amis, Mhm. Mhm. ça serait Mhm. un groupe un peu voilà, de ça. Après, il y a différentes manières d'étudier, hein. Il y a le fait d'aller en présentiel à l'école. Après, en Suisse, j'imagine que c'est un peu plus facile, mais en France, on peut faire des emplois du temps aménagés. Après, il faut regarder si l'environnement est trop toxique pour l'enfant, ça sert à rien d'y maintenir et de trouver des solutions alternatives. Après, je sais que l'école à la maison, c'est pas forcément facile, mais ça peut être une Non. solution Mhm. temporaire le temps Mhm. d'eux. Mhm. Voilà. Tout en maintenant des activités. Ça peut être se réunir entre mamans aussi, qui ont des difficultés de créer quelque chose pour se soutenir. Après, nous, on forme à la parentalité, donc s'il y a des situations désespérées, on est là aussi pour aider, pour contribuer. Les gens ne sont pas tout seuls. Donc, c'est de trouver les personnes requises qui sont là. Mais voilà, ça, c'est des grosses lignes, c'est de la belle théorie. Et après, enfin, en premier aussi, ça serait aussi d'aller voir avec son enfant, bah, de lui demander aussi, tu vois, qu'est-ce qui se passe vraiment, comment est-ce que je peux t'aider, comment je peux contribuer, qu'est-ce que tu aimerais mettre en place, est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble les différentes solutions qu'il y a éducatives. Enfin voilà, je pense que ces situations-là, ça demande à créer de l'intimité, une réelle intimité avec son enfant en fait. Mhm. Et peut-être de prendre des chemins qui sont pas linéaires en fait, et de se dire bah voilà, ça va être autre chose et ça m'apprend autre chose et moi ça va peut-être m'amener autre part en fait. Je pense qu'un enfant, ça vient nous apprendre énormément. Nous, on a beaucoup à l'école. Moi, j'ai chaque enfant qui m'a appris et qui m'a aussi des fois désespéré, hein. Donc, aussi, le fait d'être désespéré, c'est pas grave. C'est aussi des Mhm. moments qu'on a en tant que maman. Et on n'a pas C'est besoin des d'être la maman vagues. parfaite. C'est des vagues, voilà. Et voilà, et moi, c'est aussi pour ça que je veux créer cette communauté, enfin, tu vois, où on puisse se réunir, on puisse voilà, parler, on puisse trouver des espaces. Et que l'éducation, c'est aussi un vrai métier aussi, hein. On n'est pas formé à être parent, on n'est pas forcément prêt à être parent, et il y a de la formation à avoir aussi, et c'est normal en fait. Donc aller chercher de l'aide, c'est pas, je trouve ça plutôt sain en fait. Donc, de voir ça comme un investissement aussi en soi et dans son enfant. Donc voilà. Voilà. Donc chez M, on fait de la facilitation, on appelle ça de la facilitation. On vient faciliter des relations, on vient faciliter des situations. Donc ça peut être ça aussi au besoin. Voilà. Mais en tout cas, désespéré, pour moi, enfin, il y a toujours une solution. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à trouver quand même au bout du Ouais, tunnel. Il et y a la quel lumière. message tu aurais pour voilà, quelle demande tu aurais aujourd'hui pour l'éducation nationale? J'imagine beaucoup. Euh, Bah, tu sais, là, j'ai reçu un message d'un monsieur qui m'a contacté. Ils ont fait un plan pour l'éducation hyper intéressant. Donc ça doit être voté par. Alors j'ai pas tout compris sur les financements de l'État, je sais pas quoi, mais assez innovant. Ça pourrait prendre une partie des labs qu'on a chez M, enfin qu'on veut mettre en place chez M parce que nous, quand on parle de lab éducatif, pour le moment, on parle d'endroits où l'enfant vient de co-construire sa scolarité, mais il y a vraiment le lab éducatif qu'on veut mettre en place avec de l'intelligence artificielle, des sciences de l'ingénieur, voilà, qu'on n'a pas encore développé parce que bah, on n'a pas les moyens encore Ouais, pour le vrai faire. laboratoire avec les Ouais, moyens mais du bord. de dire à notre ministre, ouais, que même dans le public, en fait, il y a des gens qui réfléchissent, qui ont des solutions. Et c'est comment est-ce qu'on peut faire pour
sans que ça coûte un bras, parce que je pense que l'État a peur que ça coûte je sais pas combien. Comment est-ce qu'on peut faire pour se parler, pour collaborer en fait? Parce que je pense que la solution, elle n'est pas forcément dans quelle pédagogie on va faire, quel machin, combien d'investissement ça va coûter. C'est de se dire comment est-ce qu'on peut communiquer, se parler. Et en fait, on est là pour les enfants, en fait. On n'est pas là pour Il y a faire de des best l'ego et dire... practices un peu partout. Et si on arrivait à agglomérer toutes ces best practices, déjà, ça serait pas mal. On va voir à payer Ouais, plus puis cher. peut-être, et après, ils ont commencé aussi des échelles. Je crois que c'est du côté de Marseille. Ils ont commencé des programmes phares dans certaines écoles. Donc, il y a quand même des choses qui sont en train de se faire. Oui. Après, c'est sûr que comment est-ce qu'on peut accélérer les choses, en fait? Parce que pour moi, à mon sens, c'est trop lent, en fait. Il y a trop d'enfants qui, aussi, on n'a pas parlé aussi des enfants qui se suicident, hein, à 12 ans, 13 ans, 14 ans. Parce qu'ils se disent, qu'est-ce que je fais là? Je vois pas l'intérêt et tout ça. Et que nous, on peut venir aider là-dessus, qu'on peut aider notamment, en tout cas, sur la partie phobie scolaire, harcèlement scolaire. Voilà, qu'il peut y avoir des programmes qui peuvent être mis en collaboration. Voilà, donc je ne sais pas à quel ministre je parle, mais quel est son prénom exact, mais voilà, je pense que c'est de l'humain qu'il faut retrouver en fait. La bureaucratie, l'administration, ça bloque beaucoup de choses et donc et voilà, ce que j'aurais envie de lui dire, j'aurais plutôt envie de lui poser une question. C'est plutôt quoi d'autre est possible à l'école qu'on n'a pas encore considéré ensemble. Je disais, en tout cas, je te remercie pour l'intensité Oui. et surtout la créativité de tout ce que tu as déjà fait en 1 an et demi et l'engagement sans faille. Et puis, alors j'invite tout le monde à aller te lire sur LinkedIn. Je trouve que tu fais toujours des posts très intéressants et voilà qui donnent envie d'être lu. Donc, c'est aussi un moyen de de te suivre au quotidien et surtout si vous voulez plus d'informations sur M, donc EIM lab.com, c'est là où il y a toutes les informations en tout cas sur cette initiative. Donc voilà, j'imagine que ça sera updaté au fur et à mesure, mais je pense que c'est là où vous pouvez avoir pas mal de Oui, points d'accord. d'information. Mhm. Un Oui, dernier mot, Julie. Euh, je pense qu'on va y arriver. Il faut pas perdre espoir. Pour répondre aussi aux mamans, Ouais, voilà, on va bien y sûr. arriver. Et je pense que l'air du temps aussi change. Je trouve que c'est bien que les jeunes résistent un peu parce que sinon, ça serait lisse et il n'y aurait pas de changement en fait. Donc Exactement. voilà, on va y arriver. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Merci énormément, Julie. C'était passionnant et on aurait pu Merci. en parler pendant 4 heures, je pense. Et je pense qu'on a fait une bonne synthèse de ce que représente ton école. J'aime bien, comme tu disais, douce, inspirante et résiliente. Une autre idée de l'école Ouais, et ça donne envie en tout cas. Alors, merci pour tout ce que tu fais. merci. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!